J'étais encore dans la cuisine, portant toujours la robe que j'avais achetée pour son mariage. C'était un rose pâle, simple et élégant, le genre de robe qu'une mère porte lorsqu'elle veut être vue sans être éclipsée. Je l'avais choisie il y a des semaines, je l'avais essayée plus de fois que je ne veux l'admettre, je m'étais entraîné à sourire devant le miroir, j'avais répété ce que je dirais quand je la verrais. Mais ce moment n'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu de retrouvailles souriantes, pas de larmes, pas de collier autour de son cou tandis que je murmurais « Tu seras toujours mon bébé ». Parce qu'elle m'a dit de ne pas venir. Pas de grosses bagarres, pas de disputes, juste un bref appel téléphonique. « Maman, je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. » Juste comme ça. Je suis resté là pendant des heures ce matin-là, le silence dans la maison m'envahissant comme une seconde peau. Le genre de silence qui ne semble pas seulement vide, mais qui semble aussi pointu. Comme si les murs vous regardaient attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. J'ai fait une cafetière de café que je n'ai pas bu. J'ai emballé le cadeau que j'avais prévu de lui offrir, le collier que j'avais fait faire sur mesure, rangé dans une boîte en velours. J'ai noué le ruban comme si je m'accrochais encore à une lueur d'espoir. Comme si elle allait peut-être appeler. Peut-être qu'elle dirait qu'elle a changé d'avis. Elle ne l'a pas fait. La cérémonie avait déjà commencé. Je n'arrêtais pas de regarder l'horloge comme si cela allait changer quelque chose. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je me suis juste assis à la table de la cuisine, une main agrippant le bord comme si j'allais flotter hors de la terre si je ne m'accrochais pas à quelque chose. Le cadeau était posé au centre de la table. Je l'ai regardé comme quelqu'un regarderait la photo d'un fantôme ou quelque chose qui était autrefois plein de vie et qui maintenant hantait la pièce. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je m'allongeais sur le canapé dans la même robe. Le tissu était raide et étrange, comme s'il appartenait à une autre femme. Et le lendemain matin, on frappe à la porte. J'ai failli ne pas répondre. Je pensais peut-être à un voisin, à un livreur. Mais c'était lui. Caleb. Il était toujours dans son costume de mariage, même si la veste avait disparu, les boutons du haut étaient défaits. Son visage était fatigué. Ses yeux encore plus. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit, on peut parler? Avant la robe, avant l'appel téléphonique, avant que Caleb ne se tienne sur mon porche comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il y avait de l'amour. Le véritable amour. Pas le genre de contenu que les gens publient avec des filtres et des hashtags, mais le genre de contenu qui s'enfonce dans vos os et y fait une maison. Le genre qui ressemble à un souffle et à un feu à la fois. C'était moi et ma fille. Son nom n'était pas toujours facile à prononcer, alors nous l'appelions Ivy. Elle était mon seul enfant. Je suis né après 5 ans de traitement de fertilité et plus de chagrin que je n'en ai jamais laissé voir à personne. J'étais seul quand j'ai accouché et son père était déjà parti depuis longtemps. Mais quand ils l'ont placé dans mes bras pour la première fois, sous les lumières stériles de l'hôpital, avec le tonnerre qui faisait trembler les fenêtres. Je jure que le monde entier s'est tu. Elle a serré mon doigt comme si elle m'attendait. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus que tous les deux. Moi et Ivy, contre tout. Je l'ai élevée seule. J'ai travaillé à 2 emplois, j'enseignais en CE2 pendant la journée et je donnais des cours particuliers à des lycéens le soir. J'ai sauté des dîners, j'ai trop peu dormi, j'ai compté des sous. Mais elle ne l'a jamais su. Son monde était sûr, doux, rempli de livres, de crêpes pour trottoir, de cours de piano et de crêpes le samedi matin. C'était la seule chose que je m'étais promise. Peu importe ce que je devais sacrifier, elle n'en ressentirait jamais le poids. Nous avions nos rituels. Soirée cinéma du vendredi avec popcorn et pyjama assortis. Des road trips dans notre vieux break, en chantant à tue-tête. Les nuits d'orage, elle se glissait dans mon lit à côté de moi même à 15 ans et murmurait, jusqu'à ce que ça passe. Je ne lui ai jamais dit non. Elle était brillante, curieuse, gentille. Elle avait les yeux de son père, mais pas son silence. Ivy m'a tout dit. Du moins, elle le faisait. Je me souviens encore du jour où elle a ramené Caleb à la maison pour la première fois. Elle avait 24 ans et rayonnait comme si elle avait avalé le soleil. J'ai ouvert la porte et elle était là, tenant sa main comme si elle avait quelque chose à prouver. Maman, voici Caleb. Il était calme, poli, le genre de jeune homme qui vous regardait dans les yeux et écoutait quand vous parliez. Il portait son sac à main sans broncher, riait quand elle le taquinait. Il m'a plu immédiatement. Non pas parce qu'il m'impressionnait, mais parce qu'Ivy semblait si stable en sa présence.
fondé. Je n'ai posé aucune question lorsqu'ils se sont fiancés 6 mois plus tard. J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais parce que j'avais l'impression qu'un nouveau chapitre s'écrirait ensemble. Je nous imaginais planifier le mariage côte à côte. Je l'aidais à choisir la robe, à parcourir les lieux, à goûter des gâteaux, à rire jusqu'à pleurer à cause des fleurs, des polices et de tout ce que Pinterest nous proposait cette semaine-là. J'ai même commencé un petit carnet. J'ai noté des idées, des devis, des fournisseurs, rien d'insistant. Juste une maman qui essaie d'aider sans rester là. Je lui ai acheté un collier. Une délicate chaîne en or avec une breloque en forme de cœur gravée avec les mots « Toujours ta mère ». J'ai pensé que je le lui donnerais le matin de son mariage. Attachez-le autour de son cou avec des mains tremblantes et dites « Tu auras toujours un morceau de moi, peu importe où tu iras ». Nous avons regardé des compositions florales une fois. Juste elle et moi. Elle était arrivée chez moi avec un magazine de mariage et 2 tasses de thé. Je me suis laissé tomber à la table de la cuisine comme au bon vieux temps. Feuilleter les pages, encercler les favoris. C'était agréable. On avait l'impression que tout allait bien. Ce moment-là, juste elle et moi dans notre bulle de sécurité faite de projets et de rires. Je m'y suis accroché fermement. Sans savoir que ce serait la dernière fois qu'elle me demanderait mon avis. Après cela, quelque chose a changé. Il avait l'air surpris, hésitant. Elle n'est pas vraiment d'humeur à recevoir des visiteurs en ce moment, dit-il, sans méchanceté. Je lui ai proposé de laisser le panier. Il a acquiescé. La boîte m'est revenue une semaine plus tard, intacte. Le silence ne s'est pas installé d'un coup. Il s'est installé lentement et délibérément, comme un brouillard qui s'enroulait dans chaque pièce de ma maison. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je n'avais pas eu de vraie conversation avec ma fille depuis plus d'1 mois. Aucune mise à jour de mariage. Non, maman, qu'est-ce que tu en penses? Pas de chaleur. Juste de la distance. Une distance froide et intentionnelle. J'ai continué à trouver des excuses. Elle est dépassée. Elle penche davantage du côté de Caleb. Peut-être que Judith dit des choses. Mais au fond de moi, je commençais à m'inquiéter. Pas seulement pour le mariage, mais pour nous. Pour ce qui nous filait entre les doigts, discrètement mais sûrement. J'ai commencé à tout remettre en question. Est-ce que j'en avais trop fait? Trop impliqué? Est-ce que j'avais dépassé les bornes? J'ai rejoué chaque moment de l'année écoulée comme un détective avec un stylo rouge, décortiquant chaque sourire, chaque mot, chaque hésitation, essayant de déterminer où tout s'est mal passé. Certaines nuits, je pleurais dans le noir, porte close, le son étouffé par mon oreiller. Non pas à cause de ce qui se passait, mais parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je n'ai rien dit à mes amis. Je n'ai rien dit à ma sœur. Parce que je savais déjà ce qu'ils diraient. C'est comme ça que sont les filles. Mais ça n'avait jamais été comme ça. Pas avec nous. Nous étions proches. Nous étions nous. Et maintenant, je ne la reconnaissais même plus. Le pire, ce n'était pas d'être laissé de côté, mais d'être réécrit. Un ami commun l'a mentionné, sans réfléchir. Ivy avait dit, « Ma mère ne fait tout simplement pas partie de cette période de ma vie. » Cette phrase. Ça coupe comme du verre. Comme si j'avais choisi de prendre du recul. Comme si je m'étais porté volontaire pour devenir inutile. Je suis passé du statut d'encre à celui de fantôme. Pourtant, j'ai continué à faire semblant. Quand les gens m'ont posé des questions sur le mariage, j'ai souri. Elle rayonne. Tellement heureuse, ai-je dit. J'ai quand même acheté des cadeaux. Des bougies. Des pantoufles. De petites choses qu'elle pourrait aimer. Je les gardais dans un tiroir de ma chambre, sans savoir si je pourrais un jour les lui donner. Mais les acheter m'a fait me sentir proche. Certaines nuits, je parcourais de vieilles photos. Son premier jour d'école. Anniversaire. Le voyage à Seattle quand elle avait 16 ans. Des vidéos d'elle dansant dans la cuisine, chantant dans la voiture, se faufilant derrière moi pour crier « Bouh ». Je rirais. Alors je pleurais. Parce que c'était comme un deuil. Mais je ne pleurais pas quelqu'un qui était mort. Je pleurais quelqu'un qui avait disparu, alors qu'il était encore en vie. Et ce genre de chagrin. Il n'y a pas d'enterrement. Cela persiste, tout simplement. Puis vint le moment qui me brisa. Pas en criant. Pas avec trahison. Mais avec du rire.
Je préparais une soupe de lentilles un jeudi tranquille. Quelque chose de chaud. Quelque chose qui ressemblait à de l'amour dans un bol. Puis, mon téléphone a sonné. Une notification. Vous avez été ajouté au groupe de discussion IVS Bridal Babès. Mon cœur battait fort. C'est peut-être ça, me suis-je dit. Peut-être qu'elle me fait à nouveau venir. J'ai ouvert le chat. Au début, c'était inoffensif. Photos de demoiselles d'honneur essayant des robes. Palette de couleurs. Un mood board avec des guirlandes lumineuses et des bocaux maçonnes. Puis sont arrivés les messages. Des dizaines d'entre eux. De filles que je connaissais à peine. Des colocataires. Des cousins. Des demoiselles d'honneur qui m'avaient rencontré une fois, peut-être deux. Mais ils parlaient de moi. Comme si j'étais une étiquette d'avertissement. Harry a dit que sa mère allait craquer si elle n'était pas au premier plan pendant les vœux. L'énergie classique et dominatrice d'une mère. Laissez simplement la fille profiter de sa journée. Si elle porte du blanc, je jure que je crierai. Quelqu'un doit s'assurer qu'elle ne fasse rien de bizarre. Et puis, juste là, entre les émojis et les sarcasmes, il y avait le message d'Ivy. Elle est bien intentionnée. Mais parfois, elle en fait trop. Avec elle, tout devient un sentiment de culpabilité. Franchement, je n'ai pas l'énergie. Je ne pouvais pas respirer. Je l'ai relu. Et encore. Cela n'a pas changé. Elle a dit ça. Sur moi. À eux. Et ils ont ri. Je me suis assis. La soupe déborde derrière moi, sifflant comme s'ils avaient ce que je venais de lire. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas quitté le chat. Je viens de lire. Chaque mot. Chaque ligne. Jusqu'à ce que la douleur ait du poids. Puis, tranquillement. Je me suis levé, j'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai quitté le groupe. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je me sentais juste, petit. Comme si j'étais devenu une punchline. Dans l'histoire, je pensais avoir contribué à l'écrire. Le lendemain matin, je me tenais devant mon placard. Il était tôt. Trop tôt. La lumière dehors était douce, cet étrange silence d'un jour qui décide encore qui il veut être. Je n'avais pas dormi. Je n'ai pas pu. Mon oreiller conservait toujours la forme de ma tête. Humide sur les bords. La marmite à soupe était toujours dans l'évier. Intacte. Brûlée sur le pourtour. Je n'avais même pas dîné. Je m'étais juste assis là. Défilement. Lire ces mots en boucle. Comme une punition que je ne pouvais m'empêcher de m'infliger. Et maintenant, dans le calme de l'aube, je restais là à regarder la robe. Cette robe. Toujours accrochée dans son sac à vêtements. Rose poudré et doux, comme un mensonge enveloppé de satin. Je l'ai sorti. Lentement. J'ai dézippé le sac. Je l'ai tenu contre mon corps dans le miroir. C'était magnifique. Je l'ai quand même fait. Mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je n'étais pas assez, mais parce que la femme dans le reflet n'était plus invitée à le porter. Je l'ai mis quand même. J'avais besoin d'en sentir le poids. J'avais besoin de me regarder en face. Et comprendre ce qu'elle avait choisi de laisser derrière elle. Je me suis retrouvé à nouveau dans la cuisine. Même chaise. Même endroit. Cette ridicule petite boîte à collier n'est toujours pas ouverte. Du café dans la cafetière. Frais cette fois, mais encore intact. J'ai regardé par la fenêtre, imaginant la cérémonie qui allait avoir lieu dans quelques heures. Je l'ai vue marcher vers l'autel, souriante. J'imaginais Caleb attendant, nerveux et adorateur. La musique. Les fleurs. Les applaudissements. Et je me suis demandé où pour la 100e fois aussi elle penserait à moi. Même une fois. Et puis j'ai arrêté de me poser des questions. Parce que ça n'avait plus d'importance. À midi, j'ai enfilé mon pyjama, j'ai remis la robe dans le sac et je l'ai glissée sous le lit. Comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Je me suis recroquevillé sur le canapé, avec une couverture qui sentait la lavande et la lessive, et j'ai essayé de disparaître dedans. Il n'y a pas eu de moment cinématographique. Pas de texte de dernière minute. Aucun coup à la porte.
Aucune excuse soudaine. Juste un chagrin d'amour lent et régulier. Et le silence. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je n'ai même pas pleuré. Je l'ai juste regardé fixement. Parce que lorsque quelqu'un vous montre qu'il ne vous voit plus, ni comme une personne, ni comme une mère, ni comme quelqu'un qui mérite d'être invité, vous cessez d'offrir davantage de vous-même pour être rejeté. Je n'étais pas amer. Je n'étais même pas en colère. J'étais juste fatigué. Fatigué de me tordre pour adopter une forme qui pourrait s'intégrer dans sa nouvelle vie. Fatigué d'attendre que le téléphone sonne. Fatigué d'espérer que l'amour sonne comme avant. Alors j'ai fait quelque chose de petit. Quelque chose de calme. J'ai allumé une bougie. Pas pour elle, pour moi. Je me suis servi une tasse de thé et je me suis assis dans le salon, laissant la vapeur réchauffer mon visage. Et dans ce silence, je me suis souvenu de quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis des années. Moi. Avant que la maternité ne m'engloutisse tout entière. Avant, chaque instant, chaque respiration, tournait autour du fait d'être la mère de quelqu'un. Je me suis souvenu de la femme qui tenait un journal tous les soirs. Qui se promenait juste pour sentir le vent sur sa peau. Qui a peint un jour, pour le plaisir, même si aucune des toiles n'était vraiment réussie. Je me suis souvenu d'elle. Et elle me manquait. Et là, avec une bougie vacillant à côté de moi, et le collier toujours intact dans sa boîte, j'ai fait un vœu silencieux. Si j'étais exclu de son histoire. Ensuite, je commencerai à écrire le mien. Je n'avais pas besoin d'une place au mariage. J'avais besoin d'une place à ma propre table. Et j'ai pleuré. Pas du genre silencieux. Pas le genre poli, du genre, quelqu'un pourrait m'entendre. Mais les sanglots bruts et essoufflés qui vous secouent de l'intérieur. J'ai pleuré pour la fille que j'ai élevée. Pour le lien que nous avions perdu. Pour chaque projet scolaire. Chaque histoire du soir. Chaque genou écorché que j'avais embrassé. J'ai pleuré parce que j'avais essayé. Je m'étais présenté. Et pourtant, j'étais resté en arrière. Finalement, je me suis traîné jusqu'au canapé. Et j'ai enroulé une couverture autour de mon corps comme une armure. J'ai regardé le plafond pendant des heures. Ne pas penser, ne pas espérer, juste exister. Et quand je me suis finalement endormi, j'ai rêvé d'elle. Elle était à nouveau petite, peut-être 5 ou 6 ans. Dans une robe tournesol, tenant une marguerite dans une main. Elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé. « Ça va, maman ?» Je l'ai attrapée. Mais elle s'est retrouvée dans un brouillard que je n'ai pas pu suivre. Je me suis réveillé emmêlé dans ma couverture. Des larmes trempant mes joues. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. J'avais touché le fond. Il n'y avait nulle part où aller plus bas. Uniquement en avant. Le lendemain matin du rêve, je n'ai pas bougé pendant un long moment. Je me suis assis à la table de la cuisine dans ma robe. Regardez les particules de poussière danser dans un rayon de soleil. Comme de minuscules fantômes. La maison était immobile. Pas paisible, juste creux. Comme si l'air avait oublié comment retenir le son. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé. Combien de désordre le chagrin laisse derrière lui. Sac cadeau, papier de soie. Des rubans de mariage dans un tiroir destiné à la joie. Un coffre à espoir transformé en bac de rangement. Pour ce qui aurait pu être. Alors j'ai commencé à nettoyer. Pas furieusement, pas comme si j'étais en mission. Lentement, comme si on décollait le papier peint d'un vieux souvenir. J'ai tout sorti. Bougies non utilisées, flûte à champagne de rechange. Un ensemble de serviettes monogrammées que je n'ai jamais eu l'occasion d'offrir. Tout ça dans des boîtes. Dans des sacs. Loin. Et au fond d'un tiroir. Caché sous une couche de plans oubliés. J'ai trouvé la boîte de lavande. La boîte à collier. Toujours emballée, toujours parfait. Mes mains tremblaient lorsque je le soulevais. Je me suis assis lentement. Le poser sur la table comme s'il allait exploser. J'ai dénoué soigneusement le ruban crème. Doucement. Comme si une partie de moi croyait encore. Elle pourrait appeler et dire. Attends, je le veux maintenant. À l'intérieur, le collier niché dans du velours. Chaîne en or, breloque en forme de cœur. Les mots, toujours ta maman, gravés dessus. Dans un script en boucle.
Mais il n'y avait pas que le collier dans cette boîte. Il y avait une lettre, pliée hermétiquement. J'avais complètement oublié ça. Je l'ai sortie. Le papier était froissé. L'encre est un peu tachée par endroits. J'ai dû pleurer en l'écrivant. C'était le genre d'écriture que je réservais pour les cartes de vœux et les bulletins scolaires. Quand je voulais que chaque mot soit parfait. Et je l'ai lu à voix haute. À personne. À moi-même. Cher Ariel. Aujourd'hui tu deviens une épouse. Un partenaire. Un copilote dans la vie de quelqu'un d'autre. Et bien que cela soit sacré, beau et digne d'être célébré. J'espère que tu n'oublieras jamais le rôle que tu as toujours eu. Ma fille. Depuis le moment où je t'ai tenue dans mes bras pour la première fois. Je savais que je passerais ma vie à te protéger. Je t'encourage. Je t'aime de toutes les manières possibles. Chaque cri de fin de soirée. Chaque genou écorché. Chaque secret murmuré. Ils sont cousus dans mon âme. Tu es le battement de mon cœur en mouvement. Je n'ai pas été parfait. J'ai dit les mauvaises choses. Trop serré. J'ai raté les signaux. Mais jamais mon amour n'a faibli. Pas une seconde. Ce collier contient un morceau de moi. Et de ta grand-mère aussi. Son alliance a été fondue dans le charme. Alors tu nous emmènerais tous les deux avec toi. Non pas parce que nous avons besoin de rappel de qui nous sommes. Mais parce que je voulais que tu saches. La force en toi vient de quelque part de réel. Je ne sais pas où la vie te mènera maintenant. Mais j'espère de tout mon être. Que tu retrouveras toujours ton chemin vers moi. Pas parce que tu y es obligé. Mais parce que tu le veux. Parce que le véritable amour a de la place pour les racines et les ailes. De tout mon cœur. Maman. Au moment où j'ai fini. Je ne pouvais plus voir les mots. Mes yeux étaient trempés. Mais je ne sanglotais plus comme avant. Cette fois, les larmes ne concernaient pas ce que j'avais perdu. Ils étaient là pour me rappeler qui j'avais été. De ce que j'avais donné. De la profondeur de mon amour. Cette lettre. Ce n'était plus pour Ariel. C'était pour moi. La preuve que j'avais tout donné. Pour devenir sa mère. La preuve que le silence qu'elle m'a accordé n'était pas le reflet de mes échecs. Mais de quelque chose de brisé en elle. J'ai remis la lettre dans la boîte. Mais cette fois, je n'ai pas remis le collier en velours. Je l'ai serré autour de mon cou. Mes doigts tremblent. Le charme a atterri juste au-dessus de mon cœur. Chaud, solide, à moi. Et je n'avais pas l'impression de me rendre. C'était comme une forme de récupération. Comme une femme qui dit. J'ai toujours de l'importance. Comme une mère. Qui a refusé de disparaître. Ce jour-là, quelque chose a changé. Ni bruyant, ni dramatique. Pas d'éclair. Juste un léger grincement dans une porte. Je pensais qu'il était rouillé et fermé. Je me suis regardé dans le miroir du couloir. Ne pas vérifier mon visage ni arranger mes cheveux. Mais pour me voir. Regarde-moi vraiment. Et ce que j'ai vu n'était pas une coquille. Une femme n'a-t-elle pas été rejetée? J'ai vu de la force. J'ai vu un souffle. J'ai vu un scintillement. De quelqu'un vers qui il vaut la peine de revenir. J'ai passé le reste de la semaine à reconstruire tranquillement. Ce n'est pas ma relation avec elle. Mais ma relation avec moi-même. J'ai sorti une boîte de vieux journaux du garage. J'ai feuilleté les pages des histoires que j'avais l'habitude d'écrire. Quand la maison était bruyante de rire, de crayons et de répétitions de piano. Mon Dieu, j'adorais écrire. J'en avais besoin. J'ai fait du thé, allumé une bougie. Assis à la même table de cuisine. Et a ouvert une nouvelle page. Le stylo me semblait inconnu dans la main. Comme si je tenais une partie de moi-même que je n'avais pas touchée depuis des années. Mais j'ai commencé à écrire. Pas à propos d'Ariel. À propos d'une femme qui trouve son équilibre. Après que le sol en lequel elle avait confiance ait disparu. À propos de la beauté de se relever. Les mots sont venus lentement. Têtus. Mais ils sont venus. Et quand j'ai regardé l'horloge, j'ai réalisé que 4 heures s'étaient écoulées. 4 heures. Et je n'avais pas pensé à elle une seule fois. Je n'ai pas mal. Pas par désir. Pas de honte.
Juste moi. Mon histoire. Mes mots. Le lendemain. J'ai fait une promenade dans le quartier. Je n'avais pas fait ça depuis des semaines. L'air était vif. Les feuilles chuchotaient contre le trottoir. Les enfants ont fait du scooter. Un chien aboyait au loin. Le monde était toujours en mouvement. Cela ne s'est pas arrêté simplement parce que je l'ai fait. Au café, j'ai croisé une ancienne collègue, Mara, de l'école primaire. Nous avions l'habitude de partager des déjeuners au micro-ondes. Et plaisanter sur le chaos des sorties scolaires. Elle avait l'air surprise. Puis chaud. Léona, ton visage m'a manqué. Nous nous sommes rattrapés. J'ai ri d'un ancien élève qui avait essayé de manger de la colle. Et a imputé cela, l'imagination. Avant de nous séparer. Elle a dit. Vous savez, le district recherche à nouveau des tuteurs en lecture à temps partiel. Tu as toujours eu un don avec les enfants en difficulté. Tu devrais y réfléchir. J'ai souri poliment. Mais quelque chose en moi a brillé. Non pas parce que j'avais besoin de ce travail. Mais parce que j'ai manqué d'être utile. La bonne façon. Pas pour qui j'étais. Pas pour ce que quelqu'un voulait que je sois. Mais pour qui j'étais encore. Cette nuit-là. J'ai mis à jour mon CV. Je n'en ai parlé à personne. Je n'en ai pas parlé. Je me suis juste rappelé tranquillement. Que je pouvais encore dire oui à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fait d'être la mère de quelqu'un. Et tout ce qui a trait au fait d'être moi. Le lendemain matin, j'ai fait mon lit. Je ne sais pas pourquoi cela m'a semblé si important. Mais c'est ce qui s'est passé. Il y avait quelque chose de sacré dans le fait de lisser les draps. Rentrer les coins. Gonfler les oreillers. Comme je le disais au jour. Je suis là. Je suis réveillé. Je compte encore. J'ai ouvert grand les stores. Laisse le soleil entrer. Et pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas pris mon téléphone pour vérifier si Ariel avait posté quelque chose. Je n'ai pas fait défiler les photos de mariage. Où je me demandais avec qui elle riait maintenant. Au lieu de cela, j'ai ouvert la fenêtre. Air frais. Les sons du matin. Le bruissement des feuilles. J'ai préparé du café. Pas par habitude. Mais parce que je voulais y goûter. Je l'ai emmené sur le porche et je me suis assis là. Enveloppé dans un châle. Pieds nus. Aucune distraction. Juste moi. Et le monde. Cet après-midi-là. J'ai appelé le bureau du district au sujet du travail de tutorat dont Mara avait parlé. La femme au téléphone semblait ravie. Ton nom revient encore, tu sais, dit-elle. Certains enfants se souviennent encore de toi. Cela m'a fait sourire. Dans un endroit que je pensais avoir oublié comment. Ils ont organisé un entretien rapide. Ils ont dit qu'ils aimeraient que je commence à temps partiel le semestre prochain si les choses s'alignaient. J'ai raccroché le téléphone. Pose-le doucement. Et murmura. D'accord, Léona. Regarde-toi. Non pas parce que c'était un grand pas. Mais parce que c'était le mien. Le même jour, j'ai nettoyé un tiroir dans ma chambre. Celui où j'avais caché tous les cadeaux que j'avais achetés pour Ariel. Bougies. Chaussons. De petits bibelots destinés à dire. Je pense à toi. Les choses que j'avais collectionnées. Quand je croyais encore que je ferais partie de son jour de mariage. Je me suis assis par terre, les jambes croisées. Et j'ai regardé chaque article. Certains d'entre eux sentaient encore légèrement la lavande. J'ai réutilisé ce que j'ai pu. J'ai fait don du reste. J'ai gardé une bougie. Je l'ai allumée cette nuit-là. Pas pour elle. Pour moi. Parce que la chaleur n'a pas besoin de raison. Cette semaine-là. J'ai commencé à aller à un groupe d'écriture à la bibliothèque. Les mercredis soirs. Petite pièce. Un cercle d'étrangers avec des cahiers et des sourires hésitants. J'étais nerveux. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 15 ans. Se présenter à un nouveau cours au milieu du semestre. Mais je me suis assis quand même. Quand c'était mon tour de lire quelque chose. Ma voix tremblait. Mes mains tremblaient. Mais je lis. Un court morceau. Une fiction. À propos d'une femme qui perd sa carte.
et se retrouve à la place. Quand j'ai fini, la pièce était calme. Puis quelqu'un a applaudi. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas performatif. Juste assez. Assez pour que je me sente écouté. Après la séance, un professeur d'anglais à la retraite s'est penché et a dit : « Tu as un don. Vos mots ne parlent pas seulement. Ils respirent. » J'ai souri tout le long du chemin du retour. Non pas parce qu'elle m'a complimenté, mais parce que je la croyais. Ce week-end, j'ai fait du bénévolat à l'heure du compte à la bibliothèque locale. Il s'agissait principalement de tout petits portant des pulls surdimensionnés. Des mamans serrant des tasses à café. Quelques papas essayant de se souvenir des paroles de la chenille qui fait des trous. Je me suis assis dans le grand fauteuil. J'ai ouvert un livre d'images. Et j'ai commencé à lire. Ma voix remplissait la pièce. Et les enfants ? Que Dieu les bénisse. S'est penché. Ils ont écouté. Les yeux écarquillés, les visages illuminés. Une petite fille, Harper, était assise juste à mes pieds. Elle n'arrêtait pas de m'interrompre pour me demander des choses comme : et si le dragon voulait devenir une ballerine ? Ou l'arbre peut-il répondre ? Elle m'a rappelé Ariel. Pas l'Ariel adulte aux yeux froids et au texte concis. Mais le vrai ? La petite fille qui avait l'habitude de se glisser dans son lit pendant les orages. Et murmure. Jusqu'à ce que ça passe. Après l'histoire, Harper m'a serré dans ses bras. Elle a juste enroulé ses petits bras autour de mes genoux et a dit : Tu lis bien. J'ai cligné des yeux rapidement pour retenir mes larmes. Parce que je n'étais pas sûr que quelqu'un m'ait dit ça depuis des années. Quelques semaines passèrent ainsi. Petit pas, victoire tranquille. Je me suis acheté une nouvelle étagère. Je l'ai remplie de poésie, de mémoire et même de quelques guides de jardinage que j'avais autrefois adorés. J'ai réorganisé mon salon. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que je l'ai fait. J'ai accroché de nouveaux rideaux. Allumé plus de bougies. J'ai recommencé à peindre. Rien de sérieux. Juste de petites aquarelles de fleurs et d'arbres. Désordonnées, non formées, plein de couleurs. Chaque coup de pinceau ressemblait à un battement de cœur qui revenait. Et j'ai continué à écrire. Nouvelles, flash fiction, lettres que je n'ai jamais envoyées. J'ai également appelé l'avocat et mis à jour mon testament. Non pas parce que je me sentais sombre, mais parce que je me sentais enfin clair. Je n'ai pas coupé Ariel. Je ne suis pas ce genre de mère. Mais j'ai inclus une note dans la section sur les objets de famille. Une déclaration simple. Le collier peut être transmis. Si le destinataire démontre qu'il comprend sa signification. L'amour sans condition. La loyauté sans la performance. Présence sans contrôle. Pas une menace. Ce n'est pas une punition. Juste une limite. Un rappel que l'héritage ne se résume pas seulement au sang. Il s'agit de vérité. Cette même nuit, j'ai sorti mon calendrier. J'ai commencé à écrire des choses. Pas de course. Pas de rendez-vous. Moi, les choses. Groupe d'écriture. Heure de tutorat. Une promenade avec Ruth à côté. Le micro ouvert local où je pourrais peut-être lire un jour. Le calendrier a commencé à se remplir lentement. Comme des promesses que je tenais à moi-même. Et puis quelque chose s'est produit. Un parent du centre de tutorat m'a envoyé une note de remerciement. Son fils, Elia, avait du mal à lire. Elle a écrit. Il dit que tu es son moment préféré de la semaine. Que tu fasses en sorte que les mots cessent d'être effrayants. J'ai pressé la carte contre mon cœur et j'ai expiré. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Que je pourrais encore être un lieu sûr pour quelqu'un. Que je pouvais encore compter. Pas pour ce que j'ai perdu. Mais pour ce que j'avais encore à donner. Les feuilles commençaient à tourner. Ce bord net dans l'air. Celui qui vous dit que l'été est en train de se relâcher. A commencé à s'immiscer dans mes matinées. Je marche plus maintenant. Juste pour regarder les arbres perdre ce qui ne leur servait plus. Il y avait une leçon à tirer de cela. Lâcher prise ne signifie pas mourir. Parfois, cela signifie simplement faire de la place. J'avais arrêté de consulter les réseaux sociaux d'Ariel. Non pas que je m'en fichais,
mais parce que j'avais besoin de protéger ma paix. Pourtant, de temps en temps, quelque chose échappait à l'attention. Photo taguée, amis communs. Un jour, quelqu'un a posté une photo de Caleb. Il était dans un café du centre-ville. Assis seul à une table en plein air. Pas de bague à sa main. Pas d'Ariel en vue. Il avait l'air fatigué. Pas cassé. Tout comme quelqu'un qui a vieilli de 5 ans en 5 semaines. Je n'y ai pas vraiment pensé. Pas avant que l'email arrive. Objet. Seriez-vous ouvert à discuter? Expéditeur. Caleb. Je fixais l'écran. Lisez-le encore et encore. Il ne demandait rien de spécifique. Juste une chance de parler. Il a dit qu'il lirait la lettre. Celui dans la boîte cadeau, Ariel ne l'a jamais ouvert. Il a dit qu'il avait des pensées. Des questions. Regrets. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je suis sorti. Assis sur mon porche. Et laisse le froid mordre ma peau. Je ne voulais pas me précipiter. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'agissais pas par douleur ou par urgence. Ou l'espoir désespéré que quelqu'un puisse enfin me voir. J'étais juste, immobile. Cette nuit-là, j'ai répondu. S'il s'agit de vérité et non de culpabilité, je t'écouterai. Il m'a répondu dans l'heure. C'est. Caleb est arrivé un dimanche matin. Le genre de matin où le ciel semble trop clair, trop doux. Comme si le monde entier retenait son souffle. Il s'est garé de l'autre côté de la rue. Il est resté assis dans sa voiture pendant 10 minutes avant de sortir. Je l'ai regardé depuis la fenêtre. Je ne savais pas s'il était réellement venu à la porte. Mais il l'a fait. Pas de fleurs. Pas de script. Juste lui. En jean et sweatshirt. Les mains enfoncées dans ses poches. Comme un adolescent qui se présente pour s'excuser d'avoir cassé une fenêtre. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Voulez-vous du thé, ai-je demandé. Il hocha la tête. Nous étions assis à la table de la cuisine. Le même où j'avais attendu le matin du mariage. Même siège, même tasse. Caleb regarda autour de lui. Comme s'il mémorisait tout. Puis il dit. Elle n'a pas ouvert le cadeau. La boîte était sous ses chaussures dans la voiture. Elle l'avait oublié. Je n'ai rien dit. Je l'ai ouvert, a-t-il poursuivi. Je sais que ce n'était pas à moi de le faire, mais quelque chose à ce sujet. J'avais besoin de savoir. Et la lettre, s'arrêta-t-il. Il passa une main dans ses cheveux. Cette lettre n'a pas été écrite par quelqu'un de contrôlant ou de dramatique. Il a été écrit par quelqu'un qui souffrait. Quelqu'un qui aimait trop profondément pour faire semblant d'aller bien. J'ai hoché la tête. Il a continué. Je l'ai cru quand elle a dit que tu étais trop. Que tu ferais de cette journée une journée entièrement dédiée à toi. Je pensais qu'elle essayait de tracer une limite. Mais elle construisait un mur. Il a levé les yeux vers moi. Elle est différente depuis le mariage. Froid. Déconnecté. C'est comme si elle pensait qu'une journée sans toi arrangerait quelque chose en elle. Mais tout ce que cela a fait, c'est ouvrir un trou. Je l'ai regardé lutter pour trouver ses mots. Il n'était pas là pour réparer quoi que ce soit. Il n'était pas là pour parler en son nom. Il était là pour dire la vérité. Et cela comptait. Sais-tu, dis-je doucement. Qu'elle m'a dit un jour qu'elle ne se marierait jamais si je ne l'accompagnais pas jusqu'à l'hôtel? Caleb cligna des yeux. Ses lèvres s'ouvrirent de surprise. Je ne le savais pas. Eh bien, les choses changent, ai-je siroté monté. Parfois, les gens ont besoin de devenir leur propre histoire, ai-je ajouté. Et parfois ils oublient qui a aidé à écrire les premiers chapitres. Il hocha lentement la tête. Elle a dit quelque chose une fois, a-t-il dit. À propos de la façon dont ton amour était si grand. C'était comme un projecteur. Elle avait peur de te décevoir. De ne jamais pouvoir t'aimer aussi fort. C'est là le secret, murmurai-je. Nous n'avons pas besoin que nos enfants nous ressemblent. Il ne faut surtout pas nous effacer. La pièce était calme. Puis il fouilla dans sa poche. J'ai sorti quelque chose de plié. J'ai écrit quelque chose, dit-il. Je ne savais pas si je te le donnerais. Mais maintenant je pense que je devrais le faire.
Il fit glisser le papier sur la table. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai juste posé ma main dessus et j'ai dit « Merci ». Il hocha la tête et se leva. Et avant de partir, il a dit « Si j'avais su ce que je sais maintenant, tu aurais eu la première place ». J'ai souri. Pas amer, juste doux. Je n'avais pas besoin d'un siège, Caleb. J'avais juste besoin que quelqu'un me voie. 2 semaines plus tard. Une lettre est arrivée par la poste. Pas un email. Pas un texte. Une vraie lettre. Manuscrit. Mon nom dans les boucles familières de son écriture. Ariel. Je me tenais dans le couloir en le tenant. Comme si ça allait exploser. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai d'abord fait du thé. Assis sur la même chaise que Caleb. Puis, les mains tremblantes. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était court, moins d'une page. Mais cela avait plus de poids que n'importe quel discours. Maman? Je ne sais pas comment commencer ça. Je l'ai réécrit 6 fois. Je n'arrête pas de penser à ce que tu aimerais entendre. Et je ne sais même pas ce que c'est. Mais je t'ai blessé. Je vois ça maintenant. Je t'ai exclu de quelque chose qui aurait dû être à nous. Je l'ai fait parce que j'avais peur. Pas de toi. Mais de moi-même. De ne pas être à la hauteur. Tu as toujours été fort. Et j'ai toujours eu l'impression que je devais m'y conformer. Mais au lieu de grandir en moi-même, je t'ai repoussé. Je pensais que si je pouvais tout contrôler, la peur disparaîtrait. Ce n'est pas le cas. Caleb m'a parlé de la lettre. À propos du collier. Je n'ai pas encore ouvert le cadeau. Mais je le ferai. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches. Je le vois maintenant. Amour. Ariel. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas pleuré. Non pas que cela ne m'ait pas ému. Mais parce que cela ne ressemblait pas à une conclusion. Cela ressemblait à un début. La lettre est restée sur la table de la cuisine pendant des jours. Je ne l'ai pas pliée. Je ne l'ai pas cachée dans un tiroir comme un secret. Je l'ai laissée là où je pouvais le voir. Je l'ai lu à nouveau lorsque la douleur dans ma poitrine a pulsé trop fort. Laisser les mots se poser dans l'air. Pénétrer dans les murs d'une maison. Qui avait entendu trop de silence? Ce n'étaient pas des excuses demandant pardon. C'était une confession. Un miroir. Et d'une manière étrange et inattendue. Ça faisait du bien. Plus vrai. Parce qu'elle m'a dit qu'elle l'avait vu. Je l'ai vraiment vu. Pas seulement la blessure. Mais la femme saigne derrière. Cette même semaine. J'ai reçu un appel du coordinateur du tutorat du district scolaire. Nous avons une ouverture, dit-elle. À temps plein. Nous aimerions que vous y réfléchissiez. Cela m'a pris au dépourvu. Non pas parce que je ne le voulais pas. Mais parce que je n'avais pas réfléchi aussi loin. J'étais tellement concentré sur ma survie chaque jour. Que l'idée d'en planifier un. Je me sentais étranger. Mais je n'ai pas hésité. J'y réfléchirai, dis-je. Mais dans mon cœur. Je le savais déjà. Je dirais que oui. Parce que quelque chose avait changé. Tranquillement, régulièrement. Comme une marée qui tourne après des mois d'eau calme. Je ne flottais plus. Je n'existais pas simplement. J'avançais vers quelque chose. Pas loin. Ce week-end, j'ai reçu une copie du testament que j'avais mis à jour. Il est arrivé dans une simple enveloppe en papier craft. Je ne m'attendais pas à ce que cela m'affecte. C'était juste de la paperasse, n'est-ce pas? Mais en feuilletant les pages, je suis arrivé à la ligne que j'avais écrite des semaines plus tôt. Le collier héritage. Et je me suis arrêté. Sans regret. Mais avec quelque chose de plus doux. Comme si la paix trouvait enfin un endroit où atterrir. J'ai tendu la main. J'ai touché le papier du bout des doigts. Et murmura. Je suis toujours là. Et peut-être, enfin. Je redeviens entière. Peut-être transmis si le destinataire démontre qu'il comprend sa signification, amour sans condition, loyauté sans performance et présence sans contrôle. Je l'ai regardé, je l'ai lu 2 fois. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas de la méchanceté.
C'était de la clarté, un héritage façonné par des limites, pas par l'amertume. Lundi, j'ai emballé quelques affaires. Une photo d'elle avec des couettes, les dents de devant manquantes, serrant une glace et souriant comme l'était lui-même. La première histoire qu'elle a écrite en deuxième année concerne une licorne nommée Willow qui s'est perdue et a retrouvé son chemin vers la maison avec l'aide d'une lune parlante. Son livre de recettes d'enfance préféré, ses pages collées ensemble par des années de doigts fleuris et de taches de chocolat. Je n'ai pas ajouté de notes. Je n'ai pas expliqué. Je les ai simplement emballées délicatement et envoyées par la poste. Quelques jours plus tard, elle a publié une photo sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas à cause du mariage. Ce n'était pas de Caleb. C'était une photo d'un livre pour enfants. Je t'aime pour toujours, celui que je lui lisais avant de dormir, soir après soir, quand le monde lui semblait trop grand. À l'intérieur de la couverture se trouvait mon écriture, à Ariel, qui a fait de moi une mère. Sa légende disait, certaines choses prennent du temps à comprendre. J'apprends encore. Pas de hashtag. Aucune balise. Aucune déclaration publique. Juste la vérité, douce, honnête, comme une porte qui s'ouvre, lentement et prudemment. Et pour la première fois depuis une éternité, je n'avais pas l'impression que l'histoire s'était terminée avec moi dehors. La justice n'était pas bruyante. Cela ne s'est pas fait par des confrontations dramatiques ou des excuses larmoyantes présentées à ma porte. C'était une forme de reconnaissance. En étant rappelé à juste titre. Et parfois, c'est la forme de justice la plus puissante qui existe. C'était un mardi soir lorsque le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, pensant qu'il s'agissait d'un appel automatisé ou de quelqu'un qui vendait quelque chose dont je n'avais pas besoin. Mais quelque chose, peut-être l'instinct, peut-être l'espoir m'a poussé à balayer l'écran pour répondre. Salut maman. Cette voix douce, fragile, hésitante. Je ne l'avais pas entendue depuis des mois, mais je le reconnaîtrais n'importe où. C'était Ariel. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je laisse le silence nous retenir pendant une seconde. Elle s'éclaircit la gorge. Je ne sais pas si j'aurais dû t'appeler déjà. Tu l'as déjà fait, dis-je doucement. Alors vas-y. Une autre pause. Puis, merci pour le colis. J'ai pleuré en l'ouvrant. Je ne pensais pas que ça arriverait, mais, ouais. J'ai souri, juste un peu. Ce ne sont que des fragments de notre vie. Tu n'as rien à faire avec. Mais je le veux, répondit-elle, sa voix plus ferme maintenant. Je veux me souvenir. Je veux comprendre ce que j'ai oublié, ou ignoré. Je laisse ces mots s'installer entre nous. Ce n'était pas le moment de se précipiter. Ce n'est pas le moment de réparer, de plâtrer ou de sauver. J'ai relu la lettre, dit-elle, celle dans la boîte à collier. Je l'ai enfin lue, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Pas seulement à cause de ce que tu as écrit, mais parce que j'ai réalisé. Sa voix s'est brisée. J'ai réalisé combien de temps cela faisait que je ne t'avais pas vu toi pas seulement en tant que ma mère, mais aussi en tant que Léona. Ce nom, Léona. Cela a atterri en moi comme une cloche. Tu ne me dois rien, dis-je doucement. Cet appel, ce n'est pas une porte que vous devez franchir. Pas à moins que tu le veuilles vraiment. Je le fais, dit-elle. Aucune hésitation cette fois. Je ne suis pas encore prête à venir, ni à tout raconter. Mais, je veux commencer quelque part. Peut-être déjeuner. Terrain neutre. Bien sûr, ai-je dit. À vous de choisir l'endroit. Il y a ce café près de la librairie, dit-elle. Maple and Pin. Ils ont toujours ces roulés à la cannelle. C'est vrai, dis-je en souriant. Avant, on les commandait avec un glaçage supplémentaire. Je le fais toujours, dit-elle. Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai entendu sourire. Nous n'avons pas tout réglé grâce à cet appel téléphonique. Il restait encore des kilomètres à parcourir, des blessures à soigner. Mais nous avions fait un pas en avant. Pas de retour à ce qui était. En avant, vers ce qui pourrait être. Et c'était suffisant. Je suis arrivé à Maple et Pin 10 minutes plus tôt. J'y étais allé des dizaines de fois au fil des années, brunch d'anniversaire, samedi matin tranquille, pause d'études où je la regardais gribouiller dans un cahier entre deux gorgées de chocolat chaud. L'endroit n'avait pas changé. Les mêmes murs de briques. Les mêmes tasses dépareillées. La même Ella Fitzgerald fredonnant dans les haut-parleurs.
J'ai choisi une table près de la fenêtre, j'ai commandé 2 cafés et j'ai attendu. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait défiler mon téléphone. Je viens de regarder la porte. Et puis, elle était là. Ariel. Pas la version soignée de ses photos de mariage. Pas la mariée souriante encadrée par la perfection. Elle avait l'air réel. Fatiguée, mais plus doux. Moins sur ses gardes. Elle m'a repéré, s'est arrêtée, puis s'est approchée. Ses pas étaient lents, délibérés, comme si chacun d'eux était une question à laquelle elle n'avait pas encore complètement répondu. Elle m'a serré dans ses bras. Ni serré, ni dramatique, mais réel. Comme quelqu'un qui se souvient. Nous étions assis l'un en face de l'autre. Le café fumait entre nous. Tu es beau, dit-elle. Toi aussi, répondis-je. Et je le pensais vraiment. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une photo. Bords usés, légèrement frisés. C'était nous, sur une plage quelque part, peut-être en Floride. Enveloppés dans des serviettes assorties, les joues brûlées par le soleil, riant comme si nous venions de découvrir la joie pour la première fois. J'ai trouvé ça, dit-elle en le faisant glisser sur la table. Je ne me souviens pas du jour exact, mais je me souviens à quel point je me sentais en sécurité. J'ai placé ma main à côté de la photo, j'ai tracé nos visages du bout des doigts. Je me souviens de ce jour-là, dis-je. Tu as construit un château de sable. Il a été emporté par la marée. Tu as pleuré si fort. Elle rit, un petit rire inattendu. Tu m'as dit, continuai-je, même si le château est emporté par les eaux, tu sauras toujours comment le reconstruire. Cela ressemble à quelque chose que tu dirais, murmura-t-elle, les yeux vitreux. Il y eut une pause. Un moment suspendu. Puis elle a dit, j'ai oublié beaucoup de choses, maman. Je veux me souvenir d'eux, si tu me le permets. Je n'ai jamais cessé d'espérer que tu le ferais. Nous n'avons pas parlé du mariage. Nous n'avons pas répété ce qui s'était passé. Nous n'en avions pas besoin. Pas encore. Nous venons de parler. À propos des brioches à la cannelle. À propos de la librairie d'Accent grave côté. À propos de la façon dont le café utilisait encore ces tasses jaunes ébréchées qu'elle détestait autrefois. C'était léger, doux. Mais au fond, c'était tout. Les semaines suivantes se sont installées dans un rythme. Ni rapide, ni lent. Resté simplement stable, comme un pendule qui retrouve enfin son rythme. Elle m'appelait tous les quelques jours. Au début, rien de profond, juste une vérification. Parfois, il s'agissait de son nouveau travail. Parfois, il s'agissait d'un livre qu'elle avait trouvé dans une friperie et qui lui rappelait son enfance. Parfois, ce n'était rien du tout, juste le silence de 2 personnes se rappelant comment exister dans l'orbite de l'autre. Un jour, elle m'a envoyé un mémo vocal dans lequel on la voyait passer devant une boulangerie. Il joue ta chanson d'Ella Fitzgerald, murmura-t-elle, un léger rire dans la voix. Ça m'a fait penser à toi. C'était ça. Pas de grandes excuses. Aucun geste performatif. Mais cela signifiait bien plus que tout ce que cela aurait pu signifier. Nous avons commencé à faire des promenades. Les plus courts, autour du lac, à travers le parc. Des endroits où l'air semblait ouvert et où les mots pouvaient venir facilement. Nous n'avons pas parlé de tout. Mais nous en avons assez parlé. Une feuille qui semblait avoir été trempée dans le feu. Un chien dans un pull d'Halloween ridicule. Un poème que j'ai lu qui m'a fait penser à elle. Les petites choses. Mais guérir les choses. Un samedi, elle s'est présentée à ma porte sans prévenir. Je l'ai ouvert et je l'ai trouvée tenant une boîte en carton. J'ai enfin ouvert le cadeau de mariage, dit-elle. Et la lettre. Elle est entrée et a posé la boîte sur la table de la cuisine, la même table où je l'avais attendue le jour de son mariage. À l'intérieur se trouvaient des photos, de vieux journaux, des dessins d'enfance. Des morceaux d'elle. J'ai pensé, dit-elle, l'air incertain, que nous pourrions peut-être faire un album. Non pas parce que cela résout quelque chose. Mais juste pour s'en souvenir. Ensemble. Je n'ai pas répondu. Je viens de sortir les bâtons de colle et le papier de construction du tiroir. Nous avons passé tout l'après-midi côte à côte, entourés de souvenirs. Le rire est venu facilement. Les larmes sont venues aussi. Mais cela ne ressemblait pas à du deuil. J'avais l'impression que c'était une guérison. Une photo à la fois. Une légende à la fois.
Cette nuit-là, après son départ, je me suis assis seul dans la cuisine. L'album était ouvert devant moi. Page en train de sécher. Des souvenirs qui s'enroulent dans les coins. Une photo a attiré mon attention, Ariel, 10 ans, assise sur mes genoux. Glaçage sur son nez, au milieu du rire, un gâteau d'anniversaire entre nous. Je ne me souvenais pas de la blague. Mais je me souviens de la joie. Et c'était suffisant. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le miroir du couloir, le même miroir où je m'étais tenu autrefois, essayant de me rappeler qui j'étais. J'ai regardé mon reflet. Non pas par vanité, mais par vérité. J'ai vu une femme qui avait été brisée. Reconstruit. Pas le même qu'avant, mais plus fort. Plus sage. Entier. Je n'attendais pas les excuses d'Ariel. Pas vraiment. J'attendais de voir moi encore. Et maintenant, je l'avais. Elle reviendrait dans ma vie, oui. Mais plus important encore, j'étais redevenu moi-même. Pas comme l'ombre d'une mère attendant une invitation. Mais comme Léona. Une femme qui a tenu bon malgré le deuil. Qui a grandi grâce à l'absence. Et qui a retrouvé sa voix. Pas avec la permission de quelqu'un d'autre, mais à travers les siennes. Mais je l'ai laissée comme ça, honnête, tout comme le rire qu'elle m'a fait hier quand je lui ai demandé si elle se souvenait de nos pyjamas assortis. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait porter ces pingouins en flanelle pendant 4 ans, dit-elle en levant les yeux au ciel. Tu les as suppliés à chaque Noël, lui ai-je rappelé. Elle s'est tue alors, juste un instant, puis a dit, oui, je l'ai fait. Nous étions en train de reconstruire quelque chose. Pas dans le même état qu'avant, mais solide. Réel. Plus tard dans la journée, je suis allé à la bibliothèque pour mon atelier d'écriture. Je n'avais pas prévu de lire, mais à l'appel de mon nom, je me suis levé. Mes mains tremblaient légèrement en dépliant la page. Mon histoire était courte, seulement 3 paragraphes, mais chaque mot avait du poids. Elle parlait d'une femme sur une plage qui regardait son enfant construire des châteaux de sable que la marée ne cessait de ravir, et comment elle a appris à ne pas arrêter l'eau, mais à apprendre à sa fille à reconstruire. Et encore. Et encore. Quand j'ai eu fini, la pièce était silencieuse. Puis, doucement, des applaudissements. Ni bruyants, ni tonitruants, juste assez pour dire « on vous a entendu ». Plus tard, une femme nommée Carla s'est approchée de moi. La cinquantaine avançait, le regard perçant, la voix douce. Cette histoire, dit-elle. Je l'ai vécue. Nous avons discuté pendant 20 minutes. Elle n'avait pas parlé à son fils depuis 5 ans. Pas de mariage. Pas d'explication. Juste un moment de délassement. Elle a dit que mon histoire était comme une main sur son épaule. Parfois, je pense que l'univers nous offre un miroir. Elle s'est reconnue dans mon histoire, et j'ai vu tout le chemin parcouru dans la sienne. Les jours devenaient lents et dorés. Les arbres commençaient à changer, leurs feuilles s'abandonnant avec grâce. Ariel m'appelait tous les 2 ou 3 jours maintenant. Rien de scénarisé, rien d'important. Juste ce qu'il fallait. Est-ce que vous faites toujours de la soupe aux lentilles, lui a-t-elle demandé un jour. J'y arriverai encore avec le temps, répondis-je. J'ai toujours aimé ça, murmura-t-elle. J'ai failli dire, tu ne m'avais jamais dit ça. Mais je ne l'ai pas fait. Certaines choses n'ont pas besoin d'être nommées pour être ressenties. Un matin, je suis allé au garage fouiller dans un vieux carton de manteau d'hiver. Enfoui en dessous se trouvait une enveloppe poussiéreuse que j'avais oubliée depuis longtemps. Adressée à Ariel. Mon écriture. Jamais envoyée. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire de l'année dernière. Un simple mot, joyeux 29 ans, ma douce. Peu importe où tu iras, tu porteras toujours mon amour. Je l'ai regardé longuement. Puis je ne l'ai pas jeté. Je l'ai glissé dans l'album, juste derrière la photo de plage. Elle n'avait pas besoin de le voir, mais je devais le garder. Puis le message est arrivé, tard vendredi soir. Le ciel était d'un rose qui donne à réfléchir. Ariel, je peux venir dimanche? Juste pour un café. Sans ordre du jour. J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu, je vais préparer les roulés à la cannelle. Le dimanche est arrivé, frais et lumineux. J'ai balayé le porche, refait le plein de coussins sur le canapé, allumé les bougies qui, disait-elle, sentaient bon les librairies. Je n'étais pas nerveuse. J'étais prête. Quand elle a frappé,
je ne me suis pas précipité à la porte. Je voulais qu'elle sache qu'elle pouvait m'attendre, comme je l'avais attendu. Je l'ai ouvert avec un sourire. Elle est entrée, a enlevé son manteau et a demandé « On peut s'asseoir sur le porche ?» Nous n'avions pas fait ça depuis qu'elle avait 16 ans, depuis qu'elle m'avait raconté son premier chagrin d'amour. J'avais l'habitude d'enrouler une couverture autour de ses épaules, de lui verser du thé et de la laisser pleurer sans essayer de réparer les dégâts. Cette fois, nous étions assis côte à côte, sirotant tranquillement. Elle a sorti son téléphone, a fait défiler ses photos, puis me l'a tendu. Nous étions là. Le jour de son mariage. Pas moi, bien sûr, mais elle. Caleb. Ami. Bougie. Rire. Mais une photo est ressortie du lot, le coffret cadeau que j'avais envoyé, le collier posé à côté de la lettre. Je n'ai pas pu l'ouvrir ce jour-là, dit-elle. Mais je l'ai laissé sur la table. Je l'ai regardé tous les soirs pendant une semaine avant d'en avoir le courage. J'ai hoché la tête sans parler. Et quand j'ai finalement lu la lettre, a-t-elle poursuivi, j'ai eu l'impression que tu me tenais encore la main. Même après tout. Je la regardais, ma fille adulte. Ce n'était plus une mariée de magazine, mais une femme endurcie par ses propres tempêtes. Elle prit une profonde inspiration. Je ne suis pas prête à tout expliquer, dit-elle, mais je veux que tu saches que j'essaie. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Je me suis penché et j'ai pris sa main. Je ne suis jamais parti, murmurai-je. Nous sommes restés assis comme ça jusqu'à ce que le soleil se couche et que le vent se lève. Elle est restée dîner. Juste de la soupe et du pain. Mais ça ressemblait à un festin. En partant, elle m'a serré plus fort qu'au café. Sans un mot. Juste de la chaleur. Et c'était suffisant. Elle est passée plus souvent. Parfois avec un sac de courses sans explication. Parfois juste pour s'asseoir à table, feuilletant les pages de son téléphone pendant que je lisais à côté d'elle. Aucune pression. Aucune excuse. Juste de la présence. Cela me rappelait l'époque où elle était au lycée, ces heures tranquilles après les cours où elle s'installait à la table de la cuisine, la tête penchée sur ses devoirs, les écouteurs dans les oreilles. Je préparais le dîner et la regardais de temps en temps. À l'époque, je ne réalisais pas à quel point ces silences étaient sacrés. À quel point l'amour pouvait vivre dans ces minutes ordinaires. Maintenant, je l'ai fait. Maintenant, je chérissais chacun d'eux. Un mardi pluvieux, elle arriva trempée, les cheveux frisés par la brume. Elle secoua son manteau, retira ses bottes et soupira. Mon Dieu, tu te souviens quand on courait vers la voiture par un temps pareil juste pour prendre des beignets? J'ai levé les yeux de ma tasse. Seulement s'ils avaient des vermicelles arc-en-ciel. Elle sourit. Toujours. Puis quelque chose a changé sur son visage, comme si son sourire avait ouvert quelque chose de brut. Je suis une thérapie, dit-elle. Depuis le mariage. Depuis tout. J'ai hoché la tête. Sans surprise. Sans question. Elle a replié ses genoux sur le canapé comme elle le faisait quand elle avait 10 ans. Je pensais que te repousser me ferait grandir, me libérerait, me donnerait de l'espace. Mais ça m'a juste donné l'impression d'être détaché. Elle leva les yeux vers moi, les yeux vitreux. J'attendais avec impatience que ça fasse du bien. Que ça me donne l'impression d'être libre. Mais ce n'était pas le cas. J'avais l'impression de flotter dans le noir. Je me suis penché et j'ai écarté une boucle humide de son front. Tu n'as pas à t'expliquer, dis-je doucement. Tu n'es pas jugé ici. Mais je le veux, murmura-t-elle. C'est ce qu'elle fit. Pas tout d'un coup. Mais au fil des visites suivantes, des morceaux sont apparus. Comment Mara lui avait donné l'impression de devoir choisir entre sophistication et sentimentalité. Comment Caleb, bien que gentil, n'avait pas vraiment résisté quand elle avait commencé à couper les ponts avec les gens. Comment une partie d'elle-même croyait encore, au fond d'elle-même, qu'elle me décevrait si elle n'était pas parfaite. J'ai fait de toi mon critère de jugement, m'a-t-elle dit un jour, et je détestais ça parce que je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Mais c'est moi qui ai construit ce récit, pas toi. J'écoutais. Parfois je répondais. Parfois non. Parce qu'il ne s'agissait pas de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait d'être là pendant qu'elle se réparait. Pendant ce temps, la vie continuait. J'ai obtenu un poste à temps plein au sein du district scolaire, 3 jours par semaine,
travaillant avec des enfants qui connaissaient à peine leur alphabet mais qui portaient en eux des mondes entiers. Je leur ai appris les sons, certes, mais aussi la douceur, la patience, et à rire de leurs erreurs. Un garçon, Matteo, avait l'habitude de dessiner des soleils dans le coin de chaque feuille de travail. Je lui ai demandé pourquoi une fois. Donc ce n'est pas ennuyeux, dit-il. Le soleil rend tout joyeux. J'ai commencé à dessiner de petites étoiles à côté de ces soleils. Nous avons construit notre propre langage. Ariel est venue à la bibliothèque un mercredi soir. Je ne lui avais pas dit que je lisais à la scène ouverte. Elle est arrivée comme ça. Je l'ai vue debout au fond, sans maquillage, les cheveux en queue de cheval, serrant un sac fourre-tout avec le logo délavé de la librairie que nous visitions chaque été. Elle ne fit pas signe de la main. Mais elle sourit. Et c'était plus que suffisant. J'ai lu un nouvel article ce soir-là, sur des femmes qui se réinventent, non pas parce qu'elles étaient brisées, mais parce qu'elles ont eu le courage de dépasser ce qui ne les retenait plus. Quand j'ai eu fini, elle a applaudi. La première à applaudir. Un dimanche, assis sur le porche, nous sirotions du thé sous une couette. Ariel sortit quelque chose de son sac, un petit paquet carré enveloppé dans du papier de soie. « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi », dit-elle. À l'intérieur se trouvait une tasse en céramique blanche, peinte à la main avec une citation en écriture bouclée. « Même lorsque le château est emporté par les eaux, tu sais toujours comment le construire. » Je le fixai, la gorge serrée. « Tu te souviens » murmurai-je. « Je n'ai jamais oublié », a-t-elle déclaré. À Thanksgiving, nous cuisinions à nouveau ensemble. Elle coupait des oignons pendant que j'étalais la pâte à tarte. Nous dansions sur Ella Fitzgerald en chaussettes. Elle fredonnait faux. Je ne la corrigeais pas. Pendant le dîner, elle a sorti son téléphone et a dit « Pouvons-nous prendre une photo ?» J'ai cligné des yeux, surpris. Elle l'a soulevé, a appuyé sa tête contre la mienne et a pris un selfie. Plus tard dans la soirée, elle l'a posté avec la légende. Je suis reconnaissant envers la femme qui m'a appris à quoi ressemble la grâce. Je n'ai pleuré qu'après son départ. Et quand je l'ai fait, ce n'était pas de la tristesse, mais du soulagement. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, Ariel s'arrêta près d'un banc. Elle s'assit et regarda la fontaine où les enfants jetaient des pièces. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit une chaîne en or. Le collier. Celui que j'avais fait pour elle. Elle ouvrit sa main, laissant le charme pendre au soleil. Je l'ai toujours dans mon sac, dit-elle. Partout. Je ne pouvais pas encore le porter. Pas avant de l'avoir mérité. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Puis elle tendit la main, l'entoura de son cou et glissa le charme sous son pull. Je suis prête maintenant, murmura-t-elle. Les fêtes sont arrivées avec une douceur inattendue. Pas parfaite, mais chaleureuse. Ariel et moi avons passé le réveillon de Noël ensemble. Pas de grande fête, pas de sapin extravagant. Juste une petite table, 2 assiettes, des bougies vacillantes entre nous et une playlist de vieux morceaux de jazz que nous fredonnions en voiture. Elle a apporté le dessert, une tarte à la citrouille qu'elle avait préparée elle-même. J'ai brûlé la croûte, dit-elle d'un air penaud en la posant. J'en ai pris une bouchée et j'ai souri. Pour moi, ça a le goût de l'amour. Elle rit et quelque chose se dénoua dans ses épaules. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis recroquevillés sur le canapé sous une couverture commune, elle a demandé. « Penses-tu que nous serons un jour comme avant ?» Je secouai doucement la tête. Non. Je pense que nous serons quelque chose de nouveau. Et peut-être même meilleur. Parce que ce que nous étions avant c'était beau, oui mais aussi emmêlé. Une grande partie de mon identité était liée à elle, et une grande partie de la sienne essayait de grandir au-delà de moi. Maintenant, nous apprenions à nous tenir côte à côte. Ce n'est pas fini. Pas en dessous. À côté d'eux. En janvier, elle m'a rejoint au centre de soutien scolaire. Juste pour observer, m'avait-elle dit. Mais quand l'un des enfants, une fille timide nommée Lily, s'est retrouvée coincée à sonnerie extraordinaire, Ariel s'agenouilla à côté d'elle et murmura. « Tu sais ce que ce mot signifie ? Il désigne quelque chose de rare. Quelque chose de vraiment spécial. Exactement comme toi. » Lily rayonnait. Et j'ai regardé ma fille à ce moment-là, lui rendant la douceur que j'avais autrefois déversée en elle. Et j'ai pensé. Voilà. La lignée de l'amour. Pas toujours parfait. Mais présent. Un soir,
alors que nous faisions le ménage après le dîner, Ariel a demandé. As-tu encore l'histoire que j'ai écrite quand j'avais 7 ans? À propos du dauphin qui voulait voler? Je souris en ouvrant un tiroir. C'est dans l'album. Page 15. Nous étions assis sur le canapé, feuilletant le livre, riant des dessins tordus, des pages tachées de larmes, des talons de billets de vieux films et des notes griffonnées sur des serviettes. Au bas de la dernière page, il y avait un espace vide. Justin, dit-elle du doigt. On peut ajouter quelque chose? J'ai hoché la tête. Qu'est-ce que tu as en tête? Elle a sorti une petite photo de son portefeuille, une que je n'avais jamais vue auparavant. C'était elle le jour de son mariage. Seule. Pas de bouquet. Pas de sourire narquois. Juste elle, regardant de côté aux sereines, incertaine, réelle. Au dos, elle avait écrit. Un jour qui était censé signifier autre chose, mais qui signifie maintenant le début du retour. J'ai pris un bâton de colle dans le tiroir. Ensemble, nous avons collé la photo. Le printemps commençait à réveiller les arbres. Le quartier s'est paré de jaune et de violet. J'ai recommencé à jardiner. Ariel venait parfois aider, même si elle détestait toujours les verts et ne savait pas distinguer une tulipe d'une jonquille. Un après-midi, alors que nous plantions du basilic, elle a demandé. Tu penses que Caleb et moi avons précipité les choses? J'ai jeté un coup d'œil. Elle ne pleurait pas. Elle réfléchissait simplement. Parfois, dis-je, on pense que l'amour est un canot de sauvetage. Mais il peut aussi être une ancre. Tout dépend où l'on veut aller. Elle hocha la tête, enlevant la saleté de son jean. Nous sommes en thérapie maintenant. Ensemble et séparément. Nous essayons. C'est tout ce que tu peux faire, dis-je. En mai, nous avons rendu visite à ma sœur dans le nord de l'État. Juste un week-end, air frais, long trajet en voiture, rire. Alors que nous sortions de l'allée pour rentrer à la maison, Ariel s'est tournée vers moi et m'a dit. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je lui ai serré la main. Tu n'as jamais été à moi, je n'ai pas pu t'abandonner. Juste à moi, je peux t'aimer. Et je l'ai fait. Non pas parce que je m'attendais à ce qu'elle revienne. Pas parce que j'avais besoin qu'elle s'excuse. Mais parce que l'amour, le véritable amour, crée de l'espace. Pour la colère. Pour le chagrin. Pour le silence. Pour le retour. Le collier est toujours accroché autour de son cou la plupart du temps. Et maintenant, quand je le regarde, je ne ressens plus la douleur du rejet. Je vois un fil tissé à partir de générations, nous liant non pas par le sang, mais par le choix. En se choisissant l'un l'autre, encore et encore. Même après la blessure. Surtout après la blessure. Il n'y a pas de fin parfaite. Juste une centaine de petits commencements. Une promenade du mardi. Une recette partagée. Un message vocal à propos d'une chanson à la radio. Chacun d'eux est un point dans le tissu de quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas les mêmes. Mais nous ne sommes plus des étrangers non plus. Et dans les heures calmes, quand la maison est silencieuse et que l'air bourdonne de souvenirs, je murmure parfois aux étoiles. Nous l'avons fait. Pas de retour. Mais en avant.